J'étais assise dans la salle d'attente du médecin quand mon téléphone a sonné. C'était Angélique, ma fille unique. Sa voix semblait étrange, presque glaciale, quand elle a dit « Maman, nous partons en voyage en Europe demain. Ta maison de la plage et ta voiture, je les ai déjà vendues. Nous avions besoin de l'argent. » Salut. Et elle a raccroché comme ça, sans un mot de plus. 45 ans à l'élever, à me sacrifier pour elle, et elle me jetait comme si j'étais un déchet. Mais j'ai respiré profondément et j'ai y souri, car il y avait quelque chose que ma chère fille ignorait. Je m'appelle Antoinette, j'ai 71 ans, et jusqu'à cet instant précis, je pensais connaître ma fille. Je venais de perdre mon mari il y a 6 mois. Robert, mon époux, était mort d'une crise cardiaque pendant que nous prenions notre petit déjeuner ensemble, comme chaque matin depuis 45 ans. Ce matin-là, il m'avait servi un café au lait et des tartines beurrées. Comme toujours, il m'avait déposé un baiser sur le front et m'avait dit « Bonjour, mon amour ». Ce furent ses dernières paroles. Depuis, Angélique avait été beaucoup plus présente dans ma vie. Du moins, c'est ce que je croyais. Elle venait me rendre visite 3 fois par semaine. Elle m'aidait avec les formalités pour les funérailles, m'accompagnait au marché de la Croix-Rousse. C'est même elle qui m'avait suggéré d'aller chez le médecin pour un bilan de santé générale. « Maman, tu dois prendre soin de toi maintenant que tu es seule, » me disait-elle avec ce sourire que je prenais pour de l'amour, mais que je comprends maintenant n'être qu'un masque de convenance. La maison de la plage, en Normandie, avait été notre refuge pendant des années. Robert et moi l'avions achetée quand Angélique avait 15 ans, à force de travail et de sacrifices. Chaque été, nous y allions, nous y avons construit des souvenirs, célébré des anniversaires, des Noëls. Angélique y amenait ses petits amis, puis plus tard Édouard, son mari. Je cuisinais pour tout le monde, je faisais le ménage, je lavais le linge. C'était notre tradition familiale. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ne la verrait que comme une source d'argent. Et la voiture, cette vieille Peugeot 404 que Robert chérissait comme son propre enfant, il la lavait chaque dimanche, changeait l'huile religieusement, la garait toujours au même coin de rue, à l'ombre du platane. Angélique savait ce que cette voiture représentait pour moi. C'était la dernière chose qui me restait de lui. Son odeur était encore imprégnée dans les sièges en Sky. Quand elle a raccroché, je suis restée là, assise sur cette chaise inconfortable en plastique vert, entourée d'autres personnes. Malade, et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pleuré. Quelque chose d'étrange s'est produit en moi, un calme que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Robert, parce qu'à cet instant, je me suis souvenue de quelque chose que j'avais complètement oublié. 3 jours avant de mourir, Robert m'avait tendu une grande enveloppe Kraft. « Antoinette, garde ça dans le tiroir de ta commode. S'il m'arrive quelque chose, ouvre-la après un certain temps, mais seulement quand tu te sentiras prête. » Je l'avais rangée sans trop y penser. Après les funérailles, avec tant de douleur et tant de paperasse, j'avais tout simplement oublié. Mais elle était là, à m'attendre à la maison. L'infirmière m'a pas appelée pour entrer dans le cabinet. Le docteur m'a examinée, m'a dit que j'allais bien pour mon âge, que j'avais seulement besoin de me reposer davantage et de mieux manger. J'acquiesçais et souriais, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à cette enveloppe, à la froideur de la voix d'Angélique, à la manière dont Édouard était probablement derrière tout ça. Il ne m'avait jamais aimée. Il m'avait toujours vue comme une charge, un obstacle. Je suis sortie du cabinet et j'ai marché lentement vers l'arrêt de bus. Je n'avais plus de voiture, selon Angélique. Mais en attendant, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il y avait quelque chose de poétique dans tout cela. Ma fille croyait m'avoir laissé sans rien. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Robert, mon cher Robert, avait toujours été un homme prévoyant. Le bus est arrivé et je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé la ville défiler, les immeubles haussmanniens, les petites boutiques, les gens qui couraient d'un côté à l'autre, tous avec leurs propres tragédies, leurs propres secrets. J'avais les miens aussi, et j'étais sur le point de les découvrir. En arrivant à la maison, je suis montée directement dans ma chambre.
J'ai ouvert le tiroir de la commode et elle était là, l'enveloppe Kraft, exactement où je l'avais laissée. Mais mes mains tremblaient un peu en la prenant. Je pouvais sentir qu'il y avait plusieurs documents à l'intérieur. Robert avait écrit mon nom avec son écriture soignée sur le devant. Je me suis assise sur le lit que nous avions partagé pendant tant d'années et j'ai respiré profondément. Dehors, le jour commençait à tomber et la maison se remplissait de ces ombres familières qui ne me faisaient plus peur. J'ai ouvert l'enveloppe lentement comme si je déballais un cadeau d'anniversaire. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur allait tout changer. Ce que j'ai trouvé dans cette enveloppe m'a coupé le souffle. Il y avait des documents légaux, des titres de propriété, des relevés bancaires et une lettre manuscrite de Robert. Mes yeux se sont remplis de larmes en lisant son écriture familière. Ma chère Antoinette, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus avec toi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit de mon vivant, mais je voulais te protéger des soucis. Durant toutes ces années, j'ai investi nos économies dans l'immobilier et les affaires. Nous n'avons pas seulement la maison en Normandie, nous avons 6 autres propriétés, y compris l'immeuble où vit Angélique avec Édouard. Nous avons aussi des actions dans 3 grandes entreprises qui valent plus que tu ne pourrais l'imaginer. Tu es riche, mon amour. Tu as toujours été riche, mais maintenant, tu l'es aussi sur le papier. Mes mains tremblaient en parcourant les documents. Il y avait des actes de propriété pour des appartements dans différents quartiers de Lyon, un studio sur la presqu'île, un petit hôtel de charme près de Honfleur et, effectivement, l'immeuble de 20 étages où vivait ma fille. Robert en avait été le propriétaire silencieux durant les 10 dernières années, mais il avait tout mis au nom d'une société dont j'ignorais l'existence. Et selon les statuts, j'étais l'unique héritière de cette société. Il y avait aussi des relevés de comptes bancaires que je n'avais jamais soupçonnés, des chiffres qui semblaient irréels. Robert avait été conducteur de bus pendant 40 ans, mais apparemment, il avait aussi été un investisseur très astucieux. Chaque franc que nous économisions, chaque sacrifice que nous faisions, il l'avait multiplié en silence, et je n'en avais jamais rien su. Dans sa lettre, Robert expliquait qu'il avait tout gardé secret parce qu'il ne voulait pas que je m'inquiète pour l'argent, ni qu'Angélique connaisse notre véritable situation financière. Tu connais notre fille, Antoinette. Si elle savait que nous avons tant d'argent, son attitude changerait. Je veux qu'elle nous aime pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous avons. Quelle ironie! Notre fille nous avait abandonnés en pensant que nous n'avions rien, alors qu'en réalité, nous avions tout. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai dû marcher dans la maison, touchant les vieux meubles, les bibelots qu'Angélique avait toujours critiqués comme étant démodés. J'ai regardé les photos de famille accrochées au mur, surtout celle où elle avait 5 ans, assise sur les genoux de Robert, en riant aux éclats. Où était passée cette adorable petite fille? Quand était-elle devenue si froide, si calculatrice? Le lendemain, très tôt, le téléphone a sonné. C'était encore Angélique. Sa voix semblait différente, plus douce, mais j'avais déjà appris à me méfier de ces changements de ton. « Maman, comment vas-tu » ? Je voulais te dire que nous avons déjà fait le virement de l'argent de la maison et de la voiture. On t'a déposé ta part sur ton compte. Ce n'est pas grand-chose, mais ça t'aidera à vivre quelques mois le temps que tu trouves quelque chose de plus petit. Ma part ? Ai-je demandé en gardant ma voix calme. Oui, maman, évidemment, on n'allait pas te laisser sans rien. On t'a donné 30%, c'est juste, non ? Nous avons besoin de l'argent pour l'investissement en Europe. Édouard a une opportunité d'affaires incroyable là-bas. 30% de mes propres biens, quelle générosité. Je comprends, ma fille. Et quand partez-vous ? Cet après-midi. Nous avons déjà les valises prêtes. Nous serons absents au moins 6 mois. Peut-être plus si l'affaire fonctionne bien. Mais ne t'inquiète pas, maman. Quand nous reviendrons, nous t'aiderons à trouver un petit appartement, quelque chose d'adapté à tes besoins. Adapté à mes besoins, comme si elle savait quels étaient mes besoins. C'est bien, Angélique. Faites bon voyage. Ah, maman, je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si compréhensive. On t'aime beaucoup. Et elle a raccroché.
Je suis restée là, c'était là, le téléphone à la main, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. J'ai ri comme je ne l'avais pas fait depuis la mort de Robert. La situation était si absurde, m'avait chassée de ma propre maison, m'avait parlé avec une condescendance insupportable, et tout ça pour financer une aventure européenne qui serait probablement un désastre. Mais ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas l'argent. C'était la facilité avec laquelle elle m'avait écartée. 45 ans de vie dédiée à elle, de sacrifice, d'amour inconditionnel. Et elle m'avait éliminée de sa vie avec un appel téléphonique de 2 minutes. Ça faisait mal. J'ai consulté mon compte bancaire en ligne. Effectivement, ils avaient déposé une somme qui pour eux semblait probablement généreuse, mais qui pour moi était une insulte. Ils avaient vendu la maison de Normandie pour bien moins que sa valeur, sûrement parce qu'ils avaient besoin d'argent rapidement, et la Peugeot 404 de Robert, ils l'avaient bradée. Cet après-midi-là, de ma fenêtre, j'ai vu Angélique et Édouard charger des valises dans un taxi. Lui portait 2 valises énormes. Elle avait un sac de voyage qui semblait très cher. Je les ai vus rire, s'embrasser, faire des projets. Ils ressemblaient à 2 adolescents excités par une aventure. Ils ne se sont jamais tournés vers ma fenêtre, ils ne m'ont jamais dit au revoir. Quand le taxi est parti, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé et les documents de Robert étalés sur la table. Je devais prendre des décisions. Je pouvais appeler un avocat, réclamer mes propriétés, récupérer tout ce qu'il m'avait pris. Mais quelque chose me disait qu'il y avait une meilleure façon de gérer cela, une façon plus éducative. J'ai appelé Maître Dubois, l'avocat, qui avait géré les affaires de Robert. Il avait été présent aux funérailles, m'avait présenté ses condoléances, m'avait dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je ne devais pas hésiter à l'appeler. Eh bien, maintenant, j'avais besoin de lui. Madame Antoinette, quel plaisir de vous entendre. Comment allez-vous ? Bien, Maître Dubois, j'ai besoin de vous voir de toute urgence. J'ai trouvé des documents de Robert que je ne comprends pas très bien. Bien sûr, vous pouvez venir à mon cabinet demain matin. Je serai là. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. J'ai rêvé de Robert. Il était assis dans son fauteuil préféré, lisant le journal comme chaque matin. Et quand il m'a vu, il m'a souri et m'a dit « Il était temps, mon amour. Il était temps que tu te défendes. » Je me suis réveillée avec une sensation étrange. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais ce n'était pas non plus la tristesse que j'avais ressentie pendant tant de mois. C'était quelque chose qui ressemblait à de la détermination. Pour la première fois depuis la mort de Robert, j'avais un but clair. J'allais récupérer ce qui m'appartenait, mais pas de la manière qu'Angélique attendait. Le lendemain matin, je me suis préparée avec plus de soin que d'habitude. J'ai mis ma robe bordeaux, celle que Robert disait toujours qui me donnait l'air élégant. Je me suis coiffée, j'ai mis un peu de maquillage, et quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une femme que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'ai vu une femme forte. Le cabinet de Maître Dubois était dans le centre de la ville. C'était un immeuble ancien mais élégant, avec des sols en marbre et de grandes fenêtres. Maître Dubois m'a reçu avec un sourire chaleureux, mais quand je lui ai montré les documents, son expression a complètement changé. « Madame Antoinette, ceci est... C'est bien plus que ce que j'imaginais. Robert était un homme très intelligent. Regardez, selon ces papiers, vous êtes propriétaire de... Je sais, Maître Dubois, je les ai déjà parcourus. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est ce que je peux faire légalement. » Maître Dubois m'a expliqué que tout était en ordre, que les documents étaient légitimes, que j'étais la propriétaire légitime de toutes ces propriétés. Il m'a également confirmé quelque chose que je soupçonnais déjà. La vente de la maison de Normandie avait été illégale car Angélique n'avait pas le droit de la vendre. Nous pouvons récupérer la maison immédiatement, Madame Antoinette, et nous pouvons également engager des poursuites judiciaires contre votre fille pour fraude. Non, Maître Dubois, je ne veux pas de poursuites judiciaires. Je veux faire cela d'une autre manière. Je veux que tout reste secret pour l'instant. Pouvez-vous m'aider ? Maître Dubois m'a regardé avec curiosité, mais a acquiescé. Bien sûr, vous êtes ma cliente. De quoi avez-vous besoin ?
J'ai besoin que vous récupériez discrètement la maison de la plage, que vous fassiez le nécessaire pour annuler cette vente frauduleuse, et j'ai besoin que vous m'aidiez à prendre le contrôle réel de toutes mes propriétés, en particulier de l'immeuble où vit ma fille. Je comprends. Ce sera un processus qui prendra quelques semaines, mais c'est tout à fait faisable. Parfait. Et Maître Dubois, j'ai besoin que personne ne sache que je suis derrière tout ça, du moins pour l'instant. En sortant du cabinet de Maître Dubois, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un très long rêve. J'ai marché dans les rues du centre, observant les gens, les bâtiments, la vie qui continuait son cours normal. Mais pour moi, tout avait changé. J'avais un plan. Les semaines suivantes furent les plus étranges de ma vie. Officiellement, j'étais une veuve pauvre qui avait été abandonnée par sa fille, mais en secret, j'étais une femme riche qui orchestrait silencieusement la récupération de son patrimoine. Maître Dubois travaillait efficacement et tous les quelques jours, il m'appelait pour me donner des nouvelles de l'avancement des procédures légales. J'ai décidé de rester dans ma maison en attendant. Elle était à moi, après tout. Même si Angélique s'attendait probablement à ce que j'aille vivre dans une chambre de bonne. Chaque matin, je me réveillais, prenais mon petit déjeuner à la même table où Robert et moi avions partagé tant d'années, puis je sortais me promener dans le quartier. Les voisins me saluaient avec ce mélange de pitié et de curiosité qu'ils réservent aux veuves récentes. Aurore, ma voisine de toujours, s'est approchée de moi un après-midi alors que j'arrosais les plantes sur le balcon. Antoinette, ma chère, est-ce que vrai qu'Angélique t'es partie en Europe et t'a laissée seule? Oui, Aurore, elle est partie avec Édouard. Ils ont des projets d'affaires là-bas. Et comment vas-tu vivre, ma pauvre? Nous savons tous que Robert n'a pas laissé beaucoup d'argent. Si elle savait, ai-je pensé. Ne t'inquiète pas, Aurore. Je vais m'en sortir. As-tu besoin de quelque chose? Je peux t'apporter à manger, t'aider avec les courses. Tu es très aimable, mais ça va, vraiment. Aurore m'a regardée avec cette expression que je connaissais bien. C'était le même regard que j'avais reçu après les funérailles. Une compassion mêlée d'un peu de soulagement que ce ne soit pas leur tragédie. Eh bien, tu sais où me trouver si tu as besoin de quelque chose. Ces conversations se répétaient constamment. Le boucher, le boulanger, la dame de l'épicerie du coin, tous me parlaient avec ce ton doux qu'on utilise avec les malheureux. Et j'acquiesçais, souriais, remerciais pour leur sollicitude. Mais à l'intérieur, une partie de moi se délectait de cette performance. C'était comme vivre une double vie. Maître Dubois m'a appelé un mercredi matin. « Madame Antoinette, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai réussi à annuler la vente de la maison en Normandie. Les acheteurs ne savaient pas que la vente était frauduleuse, ils ont donc récupéré leur argent sans problème. La maison est de nouveau à vous. » Excellent, Maître Dubois. Et l'immeuble où vit Angélique? C'est plus compliqué. Techniquement, vous en avez toujours été la propriétaire via la société, mais nous devons faire quelques changements administratifs pour que vous ayez un contrôle direct. Cela devrait prendre encore 2 semaines. Parfait, tenez-moi informé. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la cuisine avec mon café, et j'ai pensé à Angélique. Elle était en Europe depuis 3 semaines et je n'avais eu aucune nouvelle d'elle. Pas un appel, pas un message, pas même une carte postale. Pour elle, j'avais cessé d'exister au moment où elle avait obtenu l'argent dont elle avait besoin. Mais je savais que cela allait bientôt changer. J'ai décidé de visiter la maison de la plage. J'ai pris le bus pour la côte normande, le même trajet que Robert et moi avions fait des centaines de fois. La maison était exactement comme je me la rappelais, petite, peinte en couleur crème, avec une terrasse qui donnait sur la mer. Les nouveaux propriétaires avaient mis quelques plantes en pot, mais à part ça, tout était pareil. Je me suis assise sur le trottoir d'en face et je l'ai regardé pendant 1 heure. Je me suis souvenu des après-midi d'été quand Angélique était petite, courant sur la plage, construisant des châteaux de sable. Robert faisant griller du poisson sur le barbecue pendant que je préparais des salades. Dans la cuisine. Angélique amenant des amis, puis des petits amis, puis Édouard. Tous ces moments heureux qu'elle avait réduits à une simple transaction commerciale.
Un monsieur âgé s'est sorti de la maison et m'a vue assise là. Il s'est approché avec curiosité. « Vous allez bien, madame ?»« Oui, merci. Je me souviens, c'est tout. » « Oui, je les connaissais les anciens propriétaires. » « Quel dommage ce qui s'est passé. On nous a dit que la dame âgée était très malade et avait besoin de vendre rapidement. Nous pensions que c'était une aubaine, mais il s'avère maintenant que la vente n'était pas légale. Nous avons dû rendre la maison. » « Vous les avez connus personnellement ? » ?»« Non, nous avons tout fait par des intermédiaires, mais on nous a dit que la fille gérait tout parce que la mère ne le pouvait pas. » Quelle triste situation. Si vous saviez à quel point c'était triste, ai-je pensé. Eh bien, je suis contente que vous n'ayez pas perdu votre argent. Oui, heureusement, tout s'est bien arrangé. Même si maintenant, nous devons chercher une autre maison. Celle-ci nous plaisait beaucoup. Je suis partie de là le cœur lourd. Ce n'était pas seulement l'argent qui me faisait mal. C'était la facilité avec laquelle Angélique avait menti à mon sujet. Elle avait inventé une histoire sur ma maladie. Elle avait utilisé ma prétendue vulnérabilité pour justifier ses actions. Pour elle, je n'étais pas une personne avec des sentiments, mais un obstacle qu'il fallait écarter. Ce soir-là, j'ai de nouveau appelé Maître Dubois. « Maître Dubois, j'ai besoin de votre aide pour autre chose. Je veux aussi récupérer la voiture de Robert. » « Cela va être plus difficile, Madame Antoinette. La voiture était bien à votre nom, mais votre fille avait une procuration qui lui permettait de la vendre. Comment est-ce possible ? Apparemment, vous avez signé cette procuration il y a quelques mois, après le décès de votre mari. Vous ne vous en souvenez pas ? C'était donc ça, le moment où Angélique avait commencé à tout planifier. Je me suis vaguement souvenue avoir signé des papiers qu'elle m'avait apportés, me disant qu'ils étaient pour faciliter les démarches des funérailles et de la succession. J'étais tellement anéantie par la douleur que j'ai signé sans lire. Quelle naïve j'avais été. Je comprends, Maître Dubois. Y a-t-il un moyen de la récupérer ? Nous pouvons essayer, mais ce sera plus compliqué. Il faudrait prouver que vous avez signé cette procuration sous la contrainte ou la tromperie. Faisons-le. Je veux récupérer tout ce qu'ils m'ont pris. Au cours des semaines suivantes, j'ai développé une routine étrange. Le matin, j'étais la veuve pauvre que tout le monde connaissait. Je sortais faire les courses, parlais avec les voisins, maintenais les apparences. Mais l'après-midi, je devenais une femme d'affaires. J'étudiais les documents de Robert, parlais avec Maître Dubois, planifiais mon prochain mouvement. J'ai appris des choses sur la finance que je n'aurais jamais pensé avoir besoin de savoir. J'ai découvert que Robert avait été bien plus intelligent que je ne le croyais. Chacun de ses investissements avait été soigneusement calculé. L'immeuble où vivait Angélique, par exemple, n'était pas seulement rentable grâce au loyer, mais il était situé dans une zone qui prenait rapidement de la valeur. J'ai aussi découvert qu'Édouard, le mari d'Angélique, avait des dettes, beaucoup de dettes. Il avait contracté des prêts en utilisant comme garantie l'appartement où il vivait, sans savoir qu'il n'en était pas le véritable propriétaire. Quand les banques s'en rendraient compte, il allait avoir de sérieux problèmes. Maître Dubois m'a appelé un vendredi avec des nouvelles importantes. « Madame Antoinette, nous avons terminé toutes les démarches. Vous avez maintenant le contrôle total de toutes vos propriétés. J'ai aussi récupéré la voiture de Robert. L'acheteur s'est avéré être une de mes connaissances et quand je lui ai expliqué la situation, il a accepté de la restituer en échange d'une petite compensation. Excellent travail, Maître Dubois. Maintenant, j'ai besoin que vous m'aidiez pour une dernière chose. Je veux que vous envoyiez une lettre à ma fille. Quel genre de lettre ? Une lettre d'expulsion. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. « Madame Antoinette, êtes-vous sûre de vouloir faire ça ? » Complètement sûre. Elle a décidé que je n'étais pas importante dans sa vie. Maintenant, elle va découvrir à quel point je le suis vraiment. Je comprends. Vous voulez que je la lui envoie en Europe ? Non. Je veux qu'on la lui remette à son retour. J'ai le sentiment que ce sera très bientôt. Je ne me trompais pas. Ce même après-midi, Aurore est venue en courant chez moi avec des nouvelles fraîches du quartier. « Antoinette, savais-tu qu'Édouard a des problèmes avec la banque ? Mon beau-frère, qui y travaille, m'a raconté qu'ils enquêtent sur des prêts qu'il a demandés en utilisant comme garantie l'appartement où ils vivent. Mais il s'avère que l'appartement n'est pas à lui. » « Vraiment ? » ?»« Oui, et il semble qu'Angélique ne savait rien. On dit qu'elle va devoir rentrer d'Europe pour régler ce pétrin. »
Quelle situation compliquée. Oui, et le pire, c'est qu'apparemment, Édouard lui a menti sur l'affaire en Europe. Il n'y avait aucune affaire, il voulait juste échapper aux dettes qu'il avait ici. Parfait. Tout se déroulait exactement comme je l'avais espéré. Angélique avait fait confiance à Édouard, avait sacrifié sa relation avec moi pour lui, et maintenant, elle découvrait qu'il n'était pas l'homme qu'elle croyait. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon avec une tasse de thé et j'ai regardé les étoiles. Robert avait l'habitude de dire que les étoiles étaient les âmes des personnes qui avaient vécu une vie bien remplie, veillant sur leur famille depuis le ciel. Si c'était vrai, alors il était là-haut, regardant son plan se dérouler parfaitement. « Merci, mon amour, » ai-je dit au ciel. « Merci de veiller sur moi, même après ta mort. » Le lendemain, Maître Dubois m'a appelé tôt. « Madame Antoinette, il y a du nouveau. Votre fille vient d'arriver au pays. Elle est à l'aéroport, seule. » « Seule ? » ?»« Oui, apparemment Édouard est resté en Europe. Des rumeurs disent qu'ils ont eu une très grosse dispute. »« Je comprends. Vous lui avez déjà envoyé la lettre ? Je vais l'envoyer aujourd'hui même. Elle devrait la recevoir demain. » J'ai raccroché et je suis restée là, dans la cuisine, ressentant un mélange de nervosité et d'anticipation. Après tant de semaines de planification silencieuse, le moment du premier mouvement réel était enfin arrivé. Angélique était sur le point de découvrir que sa mère n'était pas la victime sans défense qu'elle croyait. Angélique est arrivée à son appartement le mardi soir. Je le savais parce que Aurore, qui semblait avoir des informateurs dans tout le quartier, est venue me le raconter le lendemain. « Antoinette, ta fille est rentrée hier soir. Je l'ai vue monter avec une valise, mais elle avait l'air très mal, pâle, les traits tirés, comme si elle avait pleuré pendant tout le vol. »« Seule ? » ?»« Complètement seule. Et quelque chose de bizarre, Antoinette, quand le portier lui a demandé ses clés, elle ne les avait pas. Elle a dû demander au concierge de lui ouvrir avec le double d'urgence. Intéressant. Édouard avait les clés, ce qui signifiait qu'il avait probablement décidé de ne pas revenir. Ou peut-être qu'Angélique avait découvert quelque chose sur lui et s'était enfuie. Quoi qu'il en soit, ma fille était de retour, et très bientôt, elle recevrait mon petit cadeau de bienvenue. Maître Dubois m'a appelé ce même après-midi. « Madame Antoinette, la lettre a été remise il y a 1 heure. Le portier m'a confirmé que votre fille l'a reçue personnellement. »« Parfait. Combien de temps lui avons-nous donné ? » 30 jours pour quitter l'appartement, comme le stipulent les règles légales. « Mais, Madame Antoinette, êtes-vous sûre de vouloir faire cela ? C'est votre fille, après tout. » Maître Dubois, ma fille m'a chassée de ma propre maison avec un appel téléphonique de 2 minutes. Elle a vendu mes affaires sans me le demander. Elle m'a traité comme un déchet. Maintenant, elle va apprendre que les actions ont des conséquences. Je comprends. Je voulais juste m'assurer que vous aviez considéré toutes les implications. Je les ai considérées, Maître Dubois. Toutes. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée, imaginant le visage d'Angélique en lisant la lettre. La confusion initiale, puis l'incrédulité, puis la panique. Elle penserait probablement que c'était une erreur, que quelqu'un essayait de l'escroquer. Mais quand elle appellerait pour vérifier, elle découvrirait que tout était parfaitement légal. Le lendemain, comme si elle avait attendu mon appel, le téléphone a sonné à 8 heures du matin. C'était Angélique, et sa voix était désespérée. « Maman, j'ai besoin de te parler de toute urgence. »« Bonjour, ma fille. Comment était l'Europe ? Maman, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. J'ai reçu une lettre très étrange hier. Elle dit que je dois quitter mon appartement dans 30 jours. Ce doit être une erreur, n'est-ce pas ? Tu sais quelque chose à ce sujet ? Une lettre d'expulsion ? Comme c'est étrange. De la part de qui ? D'une société dont je n'ai jamais entendu parler. Elle s'appelle... Attends, laisse-moi chercher la lettre. Investissement Robert S.A. Tu connais cette société ? Robert avait utilisé son propre nom pour la société. Quelle poésie. Non, ma fille, je n'ai jamais entendu ce nom. Es-tu sûre que la lettre est légitime ? C'est ce que je veux savoir. Maman, j'ai besoin que tu m'aides. Il est parti avec une autre femme.
Et maintenant je rentre et je trouve ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. » Voilà la confirmation. Édouard l'avait abandonné, probablement quand l'argent s'est épuisé ou quand il s'est rendu compte que les problèmes juridiques à la maison étaient plus sérieux qu'il ne le pensait. Pauvre Angélique, elle avait sacrifié sa famille pour un homme qui ne valait rien. « Je suis vraiment désolée, ma fille. Où es-tu maintenant ? » ?»« Je suis dans l'appartement, mais je ne sais pas pour combien de temps. »« Maman, est-ce que je peux venir te voir ? J'ai besoin de parler à quelqu'un. Je n'ai personne d'autre. » L'ironie était parfaite. Maintenant qu'elle n'avait plus l'homme pour qui elle m'avait abandonnée, elle se souvenait qu'elle avait une mère. « Bien sûr, ma fille. Viens quand tu veux. J'arrive tout de suite. » J'ai raccroché et je me suis regardée dans le miroir. Je devais être parfaite pour cette performance. J'ai mis robe grise la plus conservatrice. J'ai attaché mes cheveux en un chignon simple et j'ai pratiqué mon expression de mère inquiète mais résignée. Quand Angélique arriverait, elle verrait exactement ce qu'elle s'attendait à voir. Une veuve pauvre et vulnérable, qui avait été abandonnée par sa propre fille. Angélique est arrivée 1 heure plus tard. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été surprise de voir à quel point elle avait mauvaise mine. Elle avait perdu du poids, avait des cernes profonds, et ses vêtements coûteux semblaient froissés et négligés. Ses yeux étaient en rouge d'avoir pleuré. « Maman » a-t-elle dit, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me serrer dans ses bras, mais elle s'est arrêtée, comme si elle se souvenait soudainement de la façon dont les choses s'étaient terminées entre nous. « Entre, ma fille. Veux-tu un café ? » ?»« Oui, s'il te plaît. » Nous sommes assises dans la cuisine, à la même table où j'avais lu les documents de Robert des semaines auparavant. Angélique semblait petite sur cette chaise, perdue, comme quand elle était enfant et venait me raconter ses problèmes scolaires. « Maman, je suis vraiment désolée de la façon dont je suis partie. Je sais que je ne me suis pas bien comportée avec toi. C'est du passé, ma fille. Non, ce n'est pas du passé. Je t'ai maltraitée, je t'ai dit des choses horribles. » Et là, sa voix s'est brisée. « Maintenant, je n'ai personne. » Que s'est-il passé avec Édouard ? Il est parti avec une serveuse d'un hôtel à Paris, une fille de 25 ans. Il s'avère qu'il n'y a jamais eu d'affaires en Europe. Tout était un mensonge. Il voulait juste échapper aux dettes qu'il avait ici et a utilisé l'argent de la vente de ta maison pour financer son aventure. Toutes les dettes ? Oui, maman, beaucoup de dettes. Il semble qu'il empruntait de l'argent depuis des années, en utilisant comme garantie l'appartement où nous vivions. Mais maintenant, j'apprends qu'il n'était pas le propriétaire de l'appartement. Comment est-ce possible ? C'était mon occasion. Je ne sais pas, ma fille. Les affaires immobilières sont très compliquées. Le problème, c'est que maintenant, les banques me poursuivent pour ces dettes. Ils disent que comme nous étions mariés, je suis aussi responsable. Et en plus, cette lettre d'expulsion. Maman, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'argent, pas de travail, nulle part où vivre. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes de désespoir authentique. Et pendant un instant, mon cœur de mère s'est attendri. J'ai voulu la serrer dans mes bras, la consoler, lui dire que tout irait bien. Mais ensuite, je me suis souvenue de la froideur de sa voix quand elle m'avait appelée du cabinet du médecin, de la facilité avec laquelle elle m'avait écartée, de la manière dont elle m'avait parlé comme si j'étais un fardeau. « As-tu parlé à un avocat au sujet de la lettre ? » ?»« Je n'ai pas d'argent pour un avocat, maman. Nous avons tout dépensé en Europe. Édouard a emporté le peu qui restait quand il est parti avec cette femme. »« Et que vas-tu faire ? » ?»« Je ne sais pas. J'ai pensé que peut-être que je pourrais rester avec toi pendant un certain temps, juste jusqu'à ce que je trouve du travail et que je puisse trouver un petit endroit où vivre. » Voilà la question que j'attendais, après m'avoir chassée de ma propre maison, après avoir vendu mes affaires, après m'avoir traitée comme un déchet. Maintenant, elle voulait que je la sauve. Elle voulait que la veuve pauvre qu'elle avait créée la sauve des conséquences de ses propres actions. Bien sûr, ma fille, cette maison sera toujours la tienne. Angélique m'a regardée avec surprise,
comme si elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. « Vraiment, maman ? Après tout ce qui s'est passé ? Tu es ma fille, Angélique. Ça ne changera jamais. » Elle s'est levée et cette fois, elle m'a serrée dans ses bras. C'était une étreinte désespérée, celle de quelqu'un qui se noie et s'accroche à la seule chose qu'il trouve. Je l'ai étreinte aussi, mais pas avec l'amour inconditionnel d'avant. Maintenant, il y avait du calcul dans mon étreinte, de la stratégie. « Merci maman, je te promets que je vais trouver du travail bientôt. Je ne serai pas un fardeau. » « Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Repose-toi, récupère, et ensuite nous verrons quelles options tu as. » Angélique est partie cet après-midi-là pour chercher quelques affaires dans son appartement. Je suis restée dans la cuisine, pensant à la facilité avec laquelle tout s'était passé. Elle était devenue à moi exactement comme je l'avais prévu, brisée, désespérée, sans option. Et le meilleur de tout, c'est qu'elle ne se doutait de rien. Pour elle, j'étais toujours la mère pauvre et abandonnée qui avait besoin de sa compassion. Mais ce n'était que la première partie de mon plan. La voir vivante avec moi me donnerait l'occasion parfaite pour la phase suivante. J'allais la laisser s'installer, se sentir en sécurité, croire qu'elle avait trouvé refuge dans ma maison. Et puis, quand elle s'y attendrait le moins, je lui montrerais la différence entre être pauvre par choix et être pauvre par conséquence. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Dubois. « Maître Dubois, j'ai besoin que vous fassiez autre chose pour moi. » « Dites-moi, Madame Antoinette. » « Je veux que vous enquêtiez sur les dettes d'Édouard. Je veux savoir exactement combien il doit, à qui, et quelles options légales j'ai pour les séparer de ma fille. Cela prendra du temps, mais c'est faisable. Parfait. Et Maître Dubois, je veux que vous gardiez cela absolument secret. Personne ne peut savoir que je suis derrière cette enquête. Bien sûr, Madame Antoinette. Puis-je vous demander quel est votre plan final? Mon plan, Maître Dubois, est très simple. Je vais sauver ma fille. Mais d'abord, elle doit comprendre ce que signifie vraiment toucher le fond. Quand j'ai raccroché, je me suis servi un verre du vin que Robert gardait pour les occasions spéciales. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu une occasion aussi spéciale que celle-ci. La partie avait commencé, et pour la première fois depuis des mois, j'avais toutes les bonnes cartes en main. Angélique a emménagé chez moi le lendemain. Elle est arrivée avec 2 valises et une boîte en carton. Tout ce qui lui restait de sa vie antérieure. Je l'ai vue déballer ses affaires dans son ancienne chambre, la même où elle avait dormi pendant son adolescence, et j'ai pu voir l'humiliation dans chacun de ses mouvements. Elle était passée d'un appartement luxueux à un refuge dans sa chambre de jeunesse. « Maman, j'ai trouvé ça dans l'appartement », m'a-t-elle dit en me montrant une enveloppe Kraft. C'était parmi les affaires d'Édouard. Il y a ton nom dessus. C'était une autre enveloppe de Robert. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé mon sang-froid. Mon nom ? Comme c'est étrange. Oui, regarde. Elle m'a montré l'enveloppe. Effectivement, mon nom y était écrit de la main de Robert, mais cette enveloppe était différente de celle que j'avais trouvée dans ma commode. Celle-ci était plus petite, plus récente. Peut-être qu'Édouard l'a trouvée parmi les affaires de papa quand il est mort et a oublié de me la donner, a dit Angélique. C'est possible. Je peux voir. J'ai ouvert l'enveloppe en sa présence. À l'intérieur, il y avait une courte lettre et une petite clé. La lettre disait « Antoinette, si tu lis ceci après que je t'ai remis l'enveloppe principale, cela signifie que notre fille traverse un moment difficile. Cette clé ouvre un coffre-fort à la Société Générale, agence du centre. Le numéro est le 247. Il y a là quelque chose qui peut t'aider à l'aider, mais utilise-le avec sagesse. Avec mon amour éternel, Robert. » Angélique a lu la lettre par-dessus mon épaule. Un coffre-fort ? Papa avait un coffre-fort ? Je n'en avais aucune idée. Ai-je menti ? Ton père ne m'a jamais parlé de ça. Tu crois qu'on devrait aller voir ce qu'il y a dedans ? Je ne sais pas, ma fille. Peut-être vaut-il mieux laisser les choses comme elles sont. Mais maman, peut-être qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Des documents ou je ne sais pas.
Peut-être quelque chose de valeur qui pourrait nous aider, Angélique le s'accrochait à désespoir dans n'importe sa quelle voix était possibilité de palpable. trouver une issue à sa situation. Et j'allais la laisser s'accrocher un peu plus avant de lui montrer la réalité complète. « D'accord, » ai-je dit après une pause calculée. « Nous pouvons y aller demain. » Ce soir-là, Angélique et moi avons dîné ensemble pour la première fois depuis des mois. Elle avait cuisiné, essayant d'être utile, mais la nourriture avait un goût de culpabilité et de désespoir. Elle m'a raconté plus de détails sur ce qui s'était passé en Europe, et chaque histoire était pire que la précédente. Édouard m'a menti sur tout, maman. Pas seulement sur l'affaire, mais aussi sur les dettes. Je pensais qu'il ne devait qu'un peu d'argent, mais il s'avère qu'il doit plus de 100 000 euros. Et le pire, c'est qu'il a utilisé mon nom pour certains prêts sans que je le sache. Comment est-ce possible ? Il a falsifié ma signature. Quand je l'ai épousé, je lui ai donné quelques documents pour qu'il s'occupe des démarches bancaires du compte joint. Je n'ai jamais pensé qu'il les utiliserait pour ça. As-tu un moyen de prouver que tu ne savais pas ? Je ne sais pas. Tout est si compliqué. Les banques disent que comme nous étions mariés, je suis de toute façon responsable de toutes ces dettes. Et le divorce ? Je ne sais même pas où est Edward maintenant. Il a complètement disparu. Son téléphone est déconnecté. Il ne répond pas aux emails. Rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Parfait. Édouard s'était enfui, comme le rat qu'il avait toujours été, laissant Angélique affronter seule les conséquences de ses actions. D'une certaine manière, il m'avait rendu service. Maintenant, ma fille vivait exactement ce que j'avais ressenti quand elle m'avait abandonnée. La trahison de quelqu'un en qui elle avait entièrement confiance. Je suis vraiment désolée, ma fille. Je ne savais pas que les choses allaient si mal. Moi non plus, je m'en sens, non plus, maman. Je pensais qu'Édouard m'aimait, que nous allions construire quelque chose ensemble, mais il s'avère que je n'étais qu'un moyen facile d'obtenir de l'argent et des documents. Angélique s'est remise à pleurer. Comment ai-je pu être si stupide ? Comment n'ai-je pas vu qui il était vraiment ? Il était tentant de lui dire que j'avais vu les signes dès le début, que j'avais essayé de la prévenir, qu'Édouard ne m'avait jamais paru digne de confiance, mais cela aurait brisé ma façade de mère, compréhensive et vulnérable. L'amour nous aveugle parfois. Ma fille, ne te blâme pas. Mais maman, je n'ai pas seulement ruiné ma vie, j'ai aussi ruiné la tienne. Je t'ai traité horriblement. Je t'avais pris ta maison, ta voiture, tes affaires, et tout ça pour le donner à un homme qui m'a abandonnée à la première occasion. C'est du passé, Angélique. Non, ce n'est pas du passé. Maintenant, nous sommes toutes les deux dans le pétrin. Par ma faute. Tu as perdu tout ce que papa t'a laissé, et j'ai perdu mon mariage et mon avenir. Nous sommes deux femmes pauvres, qui essaient de survivre. Si elle savait, ai-je pensé, si elle savait qu'en ce moment, j'ai plus d'argent qu'elle ne peut l'imaginer, que je suis propriétaire de l'immeuble où elle vivait, que je peux résoudre tous ses problèmes avec un simple appel téléphonique. Mais ce n'était pas encore le moment. Le lendemain, nous sommes allés à la banque. Angélique était nerveuse, pleine d'espoir. J'ai maintenu mon jeu d'actrice de veuve confuse qui ne comprenait pas grand-chose à la finance. L'employé de la banque nous a conduites au coffre-fort, a vérifié mon identité et a ouvert le coffre numéro 247. À l'intérieur, il y avait des bijoux, beaucoup de bijoux, des bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. J'ai reconnu certaines pièces comme étant un héritage de la famille de Robert. D'autres m'étaient complètement inconnus. Il y avait aussi une lettre expliquant l'origine de chaque pièce et sa valeur approximative. Angélique en a eu le souffle coupé. « Maman, ça doit valoir une fortune ?» ?»« Tu crois ?»« Oui. Regarde cette émeraude et ce collier de perles. Maman, papa a gardé un trésor ici. » Selon la lettre de Robert, les bijoux valaient environ 200 000 euros. C'était une somme importante, mais ce n'était rien comparé au reste de mon patrimoine. C'était comme trouver quelques pièces sous le canapé quand on a 1 million d'euros à la banque.
Qu'est-ce que qu'on fait avec ça, maman ? Je ne sais pas, ma fille. Ce sont des souvenirs de famille. Mais maman, on pourrait vendre quelques pièces. Avec cet argent, tu pourrais récupérer ta maison de la plage. Je pourrais payer une partie des dettes d'Édouard. La revoilà. Même quand elle trouvait quelque chose de précieux, la première réaction d'Angélique était de penser à comment l'utiliser pour résoudre les problèmes qu'Édouard avait créés. Elle n'avait encore rien appris. « Es-tu sûre de vouloir utiliser l'héritage de ton père pour payer les dettes d'Édouard ? Quelle autre option ai-je, maman ? Si je ne paye pas quelque chose, les banques vont tout saisir, et techniquement, je n'ai rien. » Tout était au nom d'Édouard. « Pense-y bien, ma fille. Une fois que tu auras vendu ces bijoux, tu ne pourras plus les récupérer. »« Je sais, mais que puis-je faire d'autre ? Je ne peux pas trouver de travail avec toutes ces poursuites judiciaires en cours. Aucun employeur ne voudra embaucher quelqu'un avec autant de problèmes juridiques. » Nous avons ramené les bijoux à la maison. Angélique les a étalés sur la table de la cuisine et les a examinés un par un, calculant lesquels elle pourrait vendre et lesquels elle pourrait conserver. C'était douloureux de la voir réduire les souvenirs de son père à des chiffres sur une feuille de papier. « Maman, je pense qu'avec ça, nous pouvons résoudre les problèmes les plus urgents. Pas tous, mais au moins les plus graves. Et après, je cherche du travail. J'essaie de reconstruire ma vie. Peut-être que je pourrais trouver une petite chambre à louer. Quelque chose de pas cher. »« Ah, tu n'as pas à partir, ma fille. Tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire. »« Non, maman. J'ai déjà trop abusé de ta gentillesse. De plus, tu as aussi besoin d'argent. Tu ne peux pas m'entretenir indéfiniment. » C'était fascinant de voir comment Angélique avait construit une image complètement fausse de ma situation financière. Pour elle, j'étais une veuve pauvre qui pouvait à peine subvenir à ses propres besoins, alors qu'en réalité, j'avais suffisamment de ressources pour acheter l'immeuble entier où nous avions trouvé les bijoux. Cet après-midi-là, Maître Dubois m'a appelé. « Madame Antoinette, j'ai le rapport complet sur les dettes d'Édouard. La situation était pire que ce que je pensais. À quel point ? Il doit plus de 200 000 € à plusieurs banques et a aussi des dettes auprès de prêteurs privés. Ce qui est plus préoccupant, c'est qu'il a utilisé des documents falsifiés avec la signature de votre fille pour certains de ses prêts. Cela signifie qu'Angélique est responsable ? Légalement, c'est compliqué. Si nous pouvons prouver qu'elle ne savait pas, nous pourrions la libérer de certaines dettes. Mais ce sera un processus long et coûteux. Combien coûteux ? Pour un bon avocat spécialisé dans ce type d'affaires, probablement 50 000 €. Et il n'y a aucune garantie de succès. Je comprends. Et si elle payait simplement les dettes ? Si elle a l'argent, ce serait la solution la plus rapide. Mais je doute qu'elle ait accès à cette somme. Maître Dubois, je veux que vous prépariez tous les documents nécessaires pour libérer ma fille de ses dettes. Mais ne lui dites rien pour l'instant. C'est vous qui allez payer, Madame Antoinette ? Je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger ma fille. Mais cela doit être géré d'une manière très spécifique. Quand j'ai raccroché, j'ai trouvé Angélique dans le salon, regardant les bijoux avec une expression triste. Elle avait l'air perdue, comme une enfant qui a cassé son jouet préféré et ne sait pas comment le réparer. « À quoi penses-tu, ma fille ? À papa. À quel point il serait déçu de moi s'il pouvait voir ce que j'ai fait de ma vie. Ton père t'aimait beaucoup, Angélique, il comprendrait. » Non, maman, il m'a appris à être responsable, à valoriser la famille, à ne pas être égoïste. Et j'ai fait exactement le contraire. J'ai abandonné ma mère pour un homme qui s'est avéré être un menteur. J'ai vendu les souvenirs de ma famille pour de l'argent. J'ai ruiné tout ce qu'il a construit. Pour la première fois depuis son retour, j'ai entendu un véritable remords dans sa voix. Ce n'était pas seulement un regret pour les conséquences de ses actions, mais une reconnaissance sincère qu'elle avait fait quelque chose de moralement répréhensible. Les gens font des erreurs, ma fille. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Mais comment puis-je apprendre de ça, maman ?
Comment puis-je réparer les dégâts que j'ai causés? Voilà la question que j'attendais. Angélique était enfin prête à affronter la vérité sur ses actions et leurs conséquences. Mais ce n'était pas encore le moment de révéler ma dernière carte. Je devais d'abord la laisser toucher complètement le fond. Les jours suivants la plupart des bijoux, ne gardant que la bague de fiançailles que Robert m'avait offerte et un petit collier qui avait appartenu à sa grand-mère. Je l'ai vu se préparer à aller chez les bijoutiers, chercher des prix, négocier avec les acheteurs. C'était douloureux de la voir réduire des décennies d'histoire familiale à des transactions commerciales, mais c'était nécessaire pour qu'elle comprenne le poids réel de ses décisions. « Maman, j'ai obtenu 180 000 € pour les bijoux », m'a-t-elle dit un après-midi en comptant les billets sur la table de la cuisine. « C'est moins que ce que j'espérais, mais c'est suffisant pour payer les dettes les plus urgentes. Es-tu sûre de vouloir faire ça ? Je n'ai pas le choix. Si je ne paie pas quelque chose bientôt, ils vont tout saisir. Même cette maison pourrait être en danger s'ils prouvent que j'ai un quelconque lien juridique avec les propriétés. » Quelle situation ironique. Angélique s'inquiétait de perdre une maison dont j'étais propriétaire. En payant les dettes d'un homme qui l'avait abandonnée avec l'argent de bijoux qui avait appartenu à l'homme même, qui avait créé la fortune qui pourrait la sauver. Et comment vas-tu décider quelle dette payer en premier ? J'ai parlé avec une conseillère financière gratuite à la banque. Elle m'a dit de prioriser les dettes qui ont des garanties réelles, car ce sont celles qui peuvent affecter des biens ou générer des saisies immédiates. Angélique avait beaucoup mûri en quelques semaines. La femme qui avait vendu mes affaires sans me consulter était maintenant en train d'étudier soigneusement chaque décision financière. La souffrance l'avait rendue plus responsable, mais aussi plus fragile. Ce soir-là, alors qu'elle organisait les documents de dette sur la table, j'ai reçu un appel de Maître Dubois. « Madame Antoinette, j'ai des nouvelles importantes. Nous avons réussi à localiser Édouard. Où est-il ? À Paris, comme votre fille le soupçonnait. Mais voici ce qui est intéressant. Il essaye d'obtenir la résidence française par un mariage blanc avec cette jeune femme que votre fille a mentionnée. » Un mariage blanc ? Oui, apparemment, la fille a besoin de papiers et lui a besoin d'un moyen de rester en Europe sans être expulsée. Mais le plus important, c'est ce que nous avons trouvé des preuves qu'il a délibérément falsifié les documents de votre fille avec l'intention de fuir le pays. Cela signifie qu'Angélique peut être libérée des dettes ? Avec ces preuves, oui, nous pouvons prouver la fraude et la contrainte. Votre fille n'aurait rien à payer de ce qu'Édouard a fait dans son dos. C'était parfait. J'avais le moyen de sauver Angélique de toutes ses dettes légalement, sans qu'elle soupçonne que j'avais l'argent pour le faire. Maître Dubois, je veux que vous lanciez immédiatement la procédure légale, lui ai-je dit. Et vous le direz à votre fille ? Non. Je veux que le processus soit complètement terminé avant de lui dire quoi que ce soit. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Compris. Cela prendra environ 3 semaines, peut-être 1 mois. Parfait. Quand j'ai raccroché, Angélique m'a regardée avec curiosité. « C'était qui, maman ?» Une dame qui demandait Madame Martin, la voisine du coin. Elle s'est trompée de numéro. Mentir était devenu facile. Chaque jour qui passait, je me sentais plus à l'aise avec cette double vie que je menais. D'un côté, j'étais la mère pauvre et abandonnée qu'Angélique croyait que j'étais. De l'autre, j'étais une femme riche, orchestrant silencieusement le salut et l'éducation de sa fille. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai vu Angélique se débattre avec des décisions qu'elle n'avait jamais eu à prendre. Comment étirer l'argent pour la nourriture ? Comment négocier avec les créanciers ? Comment chercher du travail quand votre historique de crédit est ruiné ? C'était une éducation cruelle mais nécessaire. « Maman, je suis allée à 3 entretiens d'embauche aujourd'hui », m'a-t-elle raconté un après-midi en rentrant à la maison, les pieds enflés et le visage fatigué. Dans 2 d'entre eux, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'embaucher à cause des problèmes juridiques en cours. Dans le 3e, on m'a offert un travail à temps partiel pour nettoyer des bureaux la nuit. Tu vas le prendre ? Je n'ai pas le choix. Ça paye très peu, mais c'est mieux que rien. Et je peux travailler la nuit pour continuer à chercher quelque chose de mieux pendant la journée. Voir ma fille, qui avait vécu une vie confortable pendant plus de 40 ans,
se préparer à nettoyer des bureaux, la nuit me brisait le cœur, mais me remplissait aussi de fierté. Elle faisait enfin face à la réalité, sans attendre que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. « Es-tu sûre de pouvoir supporter autant de travail physique ? Je vais devoir apprendre. Je ne peux pas continuer à être un fardeau pour toi, maman. C'est déjà assez que tu me laisses vivre ici sans rien payer. C'est ta maison, Angélique. » Non, maman, c'est ta maison, et je suis ici grâce à ta générosité, mais je ne vais pas en abuser pour toujours. Une nuit, alors qu'Angélique était à son premier service de nettoyage, Aurore était venue me rendre visite. Elle s'est assise dans la cuisine avec moi, buvant du thé et observant les photos de famille qui ornaient les murs. « Antoinette, je dois te demander quelque chose. Tu savais qu'Angélique allait revenir dans ces conditions ? Que veux-tu dire ? » Eh bien, c'est que, quand elle est partie, elle semblait si sûre d'elle, si arrogante. Elle parlait de la belle vie qu'elle allait avoir en Europe, du succès d'Édouard. Et maintenant, elle revient complètement détruite, travaillant comme femme de ménage, vivant de nouveau avec toi. Et je comprends, la vie réserve bien des surprises, Aurore. Oui, mais il y a autre chose. J'ai observé Angélique ces derniers jours et elle a l'air différente. Pas seulement triste, mais humble. Comme si elle avait appris quelque chose d'important. Aurore avait toujours été très perspicace. Que crois-tu qu'elle ait appris ? Je crois qu'elle a appris la valeur des choses qu'elle tenait pour acquises. Comme avoir une mère qui l'aime inconditionnellement. Peut-être. Antoinette, puis-je te dire quelque chose ? Quand Angélique est partie et t'a si maltraitée, beaucoup d'entre nous pensions que tu ne lui pardonnerais jamais. Mais te voilà, prenant soin d'elle à nouveau, lui donnant un foyer alors qu'elle n'a nulle part où aller. C'est ma fille, Aurore de C. Et chérie, peut-être oui, mais toutes les mères ne feraient pas ce que tu fais, surtout après avoir été traitée comme tu l'as été. Si Aurore connaissait toute la vérité, que j'avais le pouvoir de résoudre tous les problèmes d'Angélique, mais que je choisissais de la laisser souffrir un peu plus pour qu'elle apprenne la leçon complète. Tu crois que je fais ce qu'il faut ? Je crois que tu fais ce qu'une bonne mère ferait. Mais je crois aussi qu'Angélique a besoin de comprendre pleinement ce qu'elle a perdu quand elle t'a abandonné. Que veux-tu dire ? Je crois qu'elle a besoin de te valoriser non seulement comme la mère qui la sauve quand elle a des problèmes, mais comme la femme forte qui a construit une vie stable pendant 45 ans. Elle a besoin de te respecter, pas seulement d'avoir besoin de toi. Aurore avait mis le doigt dessus. C'était exactement le but de tout mon plan. Je ne voulais pas qu'Angélique revienne à moi par désespoir. Je voulais qu'elle revienne par respect sincère et amour mature. Et comment crois-tu que cela puisse arriver ? Je crois que c'est déjà en train de se produire. Je l'ai vue ces jours-ci, Antoinette. La façon dont elle te parle maintenant est complètement différente. Ce n'est plus la fille qui te donne des ordres ou te traite comme si tu étais un fardeau. C'est maintenant une femme adulte qui est sincèrement reconnaissante d'avoir une mère comme toi. Ce soir-là, quand Angélique est rentrée de son travail, je l'ai vue arriver fatiguée, mais avec une nouvelle dignité. Elle avait gagné ces quelques euros par ses propres efforts, et cela signifiait quelque chose pour elle. Comment s'est passée ta première journée ? Difficile, mais pas aussi mal que je le pensais. Les autres dames qui y travaillent m'ont beaucoup aidée. L'une d'elles, Madame Leclerc, m'a montré les astuces pour nettoyer plus efficacement. Madame Leclerc ? Oui, elle a 60 ans et nettoie des bureaux depuis 20 ans. Elle m'a raconté qu'elle a commencé après que son mari l'a quittée avec 3 jeunes enfants. Elle dit que ce n'est pas le travail dont elle rêvait, mais que cela lui a donné indépendance et dignité. On dirait une femme sage. Elle l'est. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit qu'il y a 2 types de personnes qui finissent par faire ce travail. Celles qui sont là parce qu'elles n'ont pas eu d'opportunité,
et celles qui sont là parce qu'elles ont gâché les opportunités qu'elles ont eues. Elle m'a demandé dans quel groupe j'étais. Et que lui as-tu répondu? Je lui ai dit la vérité, que j'avais eu toutes les opportunités du monde, une famille qui m'aimait, un foyer stable, un héritage, et que j'avais tout gâché en suivant un homme qui ne valait rien. Et m'a dit, qu'a-t-elle dit? Eh bien, ma petite, au moins tu sais exactement pourquoi tu es ici. Ça te met un pas en avant de la plupart des gens. Angélique s'est servi un verre d'eau et s'est assise avec moi à la table. Maman, je veux que tu saches quelque chose. Ces jours-ci ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus importants. Pourquoi? Parce que je comprends enfin ce qui compte vraiment. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas de vivre dans l'appartement le plus luxueux, ce n'est pas d'impressionner les gens, c'est d'avoir des personnes qui t'aiment sincèrement, qui sont là quand tout s'effondre. Angélique, non, laisse-moi finir. Tu as tout à fait le droit de me détester pour ce que je t'ai fait. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Je t'ai pris tout ce que papa t'avait laissé. Je t'ai traité comme si tu étais un fardeau. Et maintenant, je suis de nouveau ici, espérant que tu me pardonnes et que tu prennes soin de moi. Je t'ai déjà pardonné, ma fille, mais moi je ne me suis pas pardonnée. Et je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas prouvé que j'ai vraiment changé, que j'ai appris de mes erreurs. Maître Dubois m'a appelé le lendemain matin. Madame Antoinette, j'ai d'excellentes nouvelles. La procédure judiciaire est presque terminée. Nous pouvons libérer votre fille de toutes les dettes d'Édouard. C'était le moment. Après des semaines à observer Angélique se battre, travailler et réfléchir à ses erreurs, le moment était enfin venu de lui montrer qu'elle n'avait jamais été seule, qu'il y avait toujours eu quelqu'un qui veillait sur elle en silence. Maître Dubois, je veux que vous organisiez une réunion. Il est temps que ma fille connaisse toute la vérité. Maître Dubois organisa la réunion pour le vendredi matin dans son cabinet. Je dis à Angélique que j'avais obtenu un rendez-vous avec un avocat qui pourrait l'aider avec ses problèmes juridiques. Mais je ne lui expliquai pas les détails. Elle accepta de venir, bien qu'elle soit nerveuse quant au coût de la consultation. « Maman, je n'ai pas d'argent pour payer un avocat, j'ai à peine de quoi couvrir les dépenses de base. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, ma fille. Allons écouter ce qu'il a à dire. » Nous arrivâmes ponctuellement au cabinet de Maître Dubois. Angélique s'était habillée avec ses plus beaux vêtements, qui semblaient maintenant un peu grands sur son corps aminci. Elle était nerveuse, jouant avec ses mains, s'attendant à une autre mauvaise nouvelle dans sa liste interminable de problèmes. Maître Dubois nous accueillit avec son sourire professionnel habituel. Madame Antoinette, Mademoiselle Angélique, merci d'être venue. Merci de nous recevoir, répondit Angélique. Bien que je doive vous avertir que ma situation financière est très compliquée et que je ne pourrai probablement pas payer des honoraires élevés. C'est précisément de cela que nous allons parler, dit Maître Dubois en échangeant un regard avec moi. Mais d'abord, j'ai besoin que vous examiniez ces documents. Maître Dubois tendit à Angélique un dossier épais. Elle l'ouvrit et commença à lire, son expression passant progressivement de la confusion à la surprise. Je ne comprends pas. Ces documents disent donc qu'Édouard a falsifié ma signature, qu'il y a des preuves de fraude, que je ne suis pas responsable des dettes. C'est exact. Nous enquêtons sur votre cas depuis plusieurs semaines. Nous avons trouvé suffisamment de preuves pour démontrer que vous avez été victime d'une usurpation d'identité. Mais comment est-ce possible? Qui a payé pour cette enquête? Je n'ai pas d'argent pour ça. Maître Dubois me regarda. C'était mon moment. Angélique, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi, maman? Je respirais profondément. Après des semaines de comédie, j'allais enfin révéler la vérité. Ton père m'a laissé plus que ce que tu savais. Beaucoup plus. Que veux-tu dire? Maître Dubois, montrez-lui les autres documents. Maître Dubois sortit un deuxième dossier et le tendit à Angélique. Cette fois, les documents étaient les titres de propriété, les relevés bancaires, les certificats d'investissement, tout le patrimoine que Robert avait construit en secret.
Angélique lut en silence, pendant plusieurs minutes. Son visage passa par une gamme complète d'émotions. Confusion, incrédulité, choc et finalement compréhension. « Maman, ça dit que tu es propriétaire de l'immeuble où je vivais. »« Oui. »« Et que tu as d'autres propriétés, des comptes bancaires, des investissements. »« Oui. »« Ça veut dire que, quand j'ai vendu la maison de la plage, c'était ta maison et la vente était frauduleuse. » Je l'ai déjà récupérée. Angélique resta à regarder les papiers, essayant de traiter l'information. « Depuis combien de temps sais-tu ça ? » ?»« Depuis le jour où tu m'as appelé du cabinet du médecin. »« Tu savais tout ça quand je suis rentrée d'Europe en demandant de l'aide ? » ?»« Oui. »« Tu savais que tu pouvais résoudre tous mes problèmes quand tu me voyais pleurer tous les soirs ? » ?»« Oui. » Il y eut un long et lourd silence. Angélique ferma les dossiers et me regarda droit dans les yeux. « Pourquoi ? Maman, pourquoi m'as-tu laissé souffrir si tu pouvais m'aider ? » C'était la question que j'attendais depuis des semaines. Parce que tu avais besoin d'apprendre quelque chose que tu ne pouvais apprendre d'aucune autre manière. Quoi donc ? Tu avais besoin d'apprendre la valeur des choses que tu avais perdues, la valeur de la famille, du respect, de la responsabilité. Quand tu m'as abandonnée, ce n'était pas seulement de l'argent que tu m'as pris. C'était ma dignité, c'était de l'amour, c'était de la confiance. Angélique se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement comme celles qu'elle avait versées ces dernières semaines. C'étaient des larmes de profonde compréhension. Je t'ai abandonnée quand tu avais le plus besoin de moi. Oui. Je t'ai traité comme un déchet. Oui. Et tu m'as sauvée quand même. Oui, mais pas de la manière que tu attendais. Je ne t'ai pas sauvée en te donnant de l'argent pour que tu continues à faire les mêmes erreurs. Je t'ai sauvée en te laissant toucher le fond pour que tu puisses apprendre à te sauver toi-même. Maître Dubois intervint discrètement. Mademoiselle Angélique, votre mère a payé tous les frais juridiques pour vous libérer des dettes d'Édouard. Elle a également récupéré toutes les propriétés qui ont été vendues frauduleusement. Vous êtes complètement libre de tout problème juridique. Et le travail de nettoyage que j'ai trouvé, tu peux le quitter si tu veux, lui dis-je. Mais j'espère que tu ne le feras pas. Pourquoi ? Pas ça. Parce que ce travail t'enseigne quelque chose que tu n'as jamais appris quand tout était facile. Il t'enseigne la valeur de l'effort personnel, la dignité du travail honnête, l'importance de valoriser chaque euro que tu gagnes. Angélique essuya ses larmes et me regarda avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Ce n'était pas le regard d'une fille qui a besoin de sa mère, mais le regard d'une femme adulte qui respecte une autre femme. « Tu me pardonnes, maman ? » ?»« Je t'ai pardonné il y a longtemps, ma fille. La question est de savoir si tu peux te pardonner à toi-même. » »« Je ne sais pas si je le peux. J'ai fait des choses impardonnables. » »« Les gens font des erreurs, Angélique. L'important, c'est ce que nous faisons après avoir reconnu ces erreurs. » Maître Dubois nous laissa seuls dans son bureau pendant quelques minutes. Angélique et moi nous assîmes en silence, traitant tout ce qui s'était passé. « Maman, je veux que tu saches quelque chose. Même si tu n'avais pas tout cet argent, même si tu étais vraiment la veuve pauvre que je pensais que tu étais, j'aurais appris la même leçon. » »« Quelle leçon ? » ?»« Qu'il n'y a rien de plus précieux que d'avoir quelqu'un qui t'aime inconditionnellement. Pendant ces semaines, la seule chose qui m'a maintenue saine d'esprit était de savoir que j'avais un foyer avec toi, que peu importe à quel point j'avais ruiné ma vie, tu restais ma mère. Ça ne changera jamais, Angélique. Je sais, mais je sais aussi que je ne peux plus tenir cet amour pour acquis. Je dois le mériter chaque jour, avec respect, avec gratitude, avec des actions, pas seulement avec des mots. Nous sortîmes du cabinet de Maître Dubois avec une relation complètement nouvelle. Nous n'étions plus mère et fille unies par le sang et la coutume.
Nous étions 2 femmes adultes qui s'étaient mutuellement choisies après avoir traversé l'épreuve la plus difficile possible. Les semaines suivantes furent une période de reconstruction, mais pas du genre qu'Angélique attendait, bien qu'elle sache maintenant que j'avais suffisamment de ressources pour résoudre tous ces problèmes. Elle décida de conserver son travail de nettoyage nocturne. « Maman, j'ai besoin de finir ce que j'ai commencé », me dit-elle un après-midi alors qu'elle se préparait à aller travailler. Je ne peux pas simplement retourner à une vie confortable comme si de rien n'était. En es-tu sûre ? Tu n'as pas à te punir pour toujours. Ce n'est pas une punition. C'est un moyen de me souvenir de qui j'étais et je l'observais enfiler son uniforme de travail. Chose impensable il y a quelques mois lorsqu'elle vivait dans l'appartement luxueux avec Édouard. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, dans sa manière de bouger. Ce n'était plus la femme brisée qui était arrivée en pleurant à ma porte. C'était quelqu'un qui avait trouvé la dignité dans le travail honnête. Aurore vint me rendre visite cet après-midi-là, comme elle le faisait tous les quelques jours depuis le retour d'Angélique. Antoinette, des rumeurs très étranges circulent dans le quartier. Quel genre de rumeurs ? Les gens disent que tu n'es pas aussi pauvre que tout le monde le pensait. Quelqu'un a vu Angélique sortir d'un cabinet d'avocats très élégante en ville, et ensuite on l'a vu payer toutes ses dettes à la banque. Les gens parlent beaucoup. Aurore ? Oui, mais ils disent aussi que tu as récupéré ta maison de la plage et que d'une manière ou d'une autre, tu as réussi à résoudre tous les problèmes juridiques d'Angélique. Ça coûte beaucoup d'argent, Antoinette. Aurore me connaissait trop bien pour que je puisse la tromper longtemps. Que veux-tu savoir exactement ? Je veux savoir si mon ami de 40 ans m'a menti sur sa situation. Je me servis une tasse de thé et m'assis en face d'elle. Il était temps d'être honnête avec quelqu'un d'autre. Robert m'a laissé plus que ce que quiconque savait, Aurore. Beaucoup plus. Combien plus ? Assez pour qu'Angélique et moi n'ayons plus jamais à nous soucier de l'argent. Aurore resta silencieuse un moment, traitant cette information. Et pourquoi as-tu fait semblant d'être pauvre tous ces mois ? Parce que j'avais besoin qu'Angélique apprenne quelque chose qu'elle ne pouvait apprendre d'aucune autre manière. Je lui racontais toute l'histoire. L'appel cruel d'Angélique, mon plan de vengeance silencieuse, les semaines à la regarder toucher le fond et finalement la révélation dans le cabinet de Maître Dubois. Antoinette, c'est brillant et terrible à la fois. Terrible ? Terrible ? Oui, parce que tu as laissé ta propre fille souffrir, alors que tu aurais pu l'aider immédiatement. Mais c'est aussi brillant parce que je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu comprends vraiment, non ? Oui. Angélique avait besoin d'apprendre la valeur des choses qu'elle avait perdues. Si tu lui avais simplement donné de l'argent pour résoudre ses problèmes, elle aurait appris qu'il y a toujours quelqu'un pour la sauver des conséquences de ses mauvaises décisions. Exactement. Mais Antoinette, ça ne te faisait pas mal de la voir souffrir ? Chaque jour, chaque nuit où je la voyais pleurer, chaque matin où je la voyais se lever pour aller travailler, fatiguée et vaincue. Mais je savais que si je la sauvais trop tôt, elle n'aurait pas appris la leçon complète. Et tu crois qu'elle l'a apprise ? Regarde par toi-même. Angélique sait qu'elle a maintenant accès à suffisamment d'argent pour vivre confortablement, mais elle a choisi de garder son travail. Elle sait qu'elle peut déménager dans un meilleur endroit, mais elle a décidé de rester ici avec moi. Elle sait qu'elle n'a pas à s'inquiéter des dettes, mais elle utilise ses propres économies pour aider d'autres femmes dans des situations similaires. Elle aide d'autres femmes ? Oui, elle s'est liée d'amitié avec les dames avec qui elle travaille et utilise une partie de l'argent qu'elle a gagné en nettoyant des bureaux pour aider une collègue qui a du mal à payer la garderie de son fils. Aurore sourit. Ce n'est pas l'Angélique qui est partie en Europe. Non, ce n'est pas elle. Cette Angélique comprend que l'argent est un outil, pas un objectif. Elle comprend que la dignité vient du travail et du respect, pas des possessions matérielles. Ce soir-là, quand Angélique rentra du travail, elle me trouva en train de lire dans le salon. « Maman, je dois te raconter quelque chose. Qu'est-il arrivé aujourd'hui ?» Madame Leclerc m'a demandé si j'étais la fille de la dame riche du quartier Nord.
Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que oui, que tu as assez d'argent pour que je n'aie pas à travailler. Et tu sais ce qu'elle m'a demandé ensuite? Quoi? Elle m'a demandé pourquoi je continuais à travailler. Alors je lui ai expliqué que c'est parce que j'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux subvenir à mes besoins. Et qu'a-t-elle dit? Elle a ri et m'a dit: Ma petite, c'est la différence entre être riche et agir comme une riche. Ta maman t'a appris à être riche pour de vrai. Madame Leclerc est très sage. Oui, et elle m'a fait comprendre quelque chose d'important. Ce n'est pas l'argent que tu as qui compte, mais comment tu l'utilises et comment tu te situes par rapport à lui. Angélique s'assit avec moi sur le canapé. Maman, je veux que tu saches que j'ai pris une décision. Laquelle? Je vais rester vivre ici avec toi, mais pas comme une fille qui rentre chez ses parents. Je veux rester comme une femme adulte qui choisit de partager sa vie avec sa mère. Quelle est la différence? La différence, c'est que je vais payer ma part des dépenses, je vais contribuer à l'entretien de la maison et je vais traiter cette relation comme un partenariat entre deux femmes indépendantes qui s'aiment et se respectent. Angélique, tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin, maman. J'ai besoin que notre relation soit différente de ce qu'elle était avant. Avant, j'étais une fille qui tenait pour acquis l'amour et les soins de sa mère. Maintenant, je veux être une femme adulte qui valorise et prend soin de la relation la plus importante de sa vie. Et ton travail? Je vais continuer à travailler, mais pas nécessairement à nettoyer des bureaux pour toujours. Je veux étudier, me préparer à faire quelque chose de plus significatif de ma vie. Mais je veux le faire pas à pas, en méritant chaque opportunité. As-tu une idée de ce que tu veux étudier? Oui, je veux étudier le travail social. Ces semaines m'ont appris combien de gens traversent des situations difficiles sans avoir personne pour les soutenir. Je veux utiliser les ressources que nous avons pour aider d'autres femmes qui traversent ce que j'ai traversé. C'était parfait. Angélique n'avait pas seulement appris à valoriser ce qu'elle avait, mais elle avait trouvé un moyen d'utiliser son expérience pour quelque chose de constructif. Et pour Édouard. Maître Dubois m'a dit qu'il allait être arrêté en France pour le mariage frauduleux. Il sera bientôt expulsé, mais honnêtement, maman, ça ne m'importe plus. Cette partie de ma vie est terminée. Tu ne ressens pas de rancune? Non. Édouard m'a rendu service sans le savoir. S'il ne m'avait pas abandonné et trahi, je n'aurais jamais touché le fond. Et si je n'avais jamais touché le fond, je n'aurais jamais appris à vraiment apprécier ce que j'ai. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je suis allée me coucher complètement en paix. Mon plan avait parfaitement fonctionné. Angélique n'avait pas seulement appris les leçons qu'elle devait apprendre, mais elle avait émergé de l'expérience comme une personne plus forte, plus sage et plus compatissante. Robert aurait été fier. 6 mois plus tard, notre vie avait trouvé un nouvel équilibre qu'aucune de nous deux n'aurait imaginé auparavant. Angélique termina ses études de travail social avec d'excellentes notes. Et je décidai d'utiliser une partie de mes ressources pour créer une fondation aidant les femmes en situation de violence domestique et d'abandon économique. « Maman, la lettre de l'université est arrivée », me dit Angélique un matin en entrant dans la cuisine avec une enveloppe à la main. « Ils m'ont accepté en master. C'est merveilleux. Quand commences-tu? Le semestre prochain. Mais maman, je veux que tu saches que je vais le payer avec mes propres économies. J'ai mis de l'argent de côté grâce à mon travail au service social où je travaille maintenant. » Angélique avait trouvé un emploi dans les services sociaux après son diplôme, aidant les familles en crise. Le salaire n'était pas élevé, mais elle avait appris à vivre avec l'essentiel et à valoriser chaque euro qu'elle gagnait. « En es-tu sûre? Nous pouvons facilement payer le master. » Je sais, mais j'ai besoin de le faire seule. Ça fait partie de qui je suis maintenant. Aurore arriva cet après-midi-là pour prendre le thé, comme elle l'avait fait chaque vendredi au cours des derniers mois. Elle était devenue la confidente de nous deux, observant notre transformation avec fascination. « Antoinette, je dois avouer quelque chose.
dit-elle en se servant une deuxième tasse. Au début, je pensais que tu avais été très cruelle avec Angélique. Et maintenant, qu'en penses-tu? Maintenant, je pense que tu as été la mère la plus sage que j'ai jamais connue. Regarde ta fille, regarde-la. C'était vraiment vrai. L'Angélique qui était dans le salon à étudier pour ses examens était complètement différente de celle qui était partie en Europe des mois auparavant. Cette Angélique avait une sérénité qui venait de l'intérieur, une confiance basée sur ses propres réussites, pas sur les possessions matérielles. Savais-tu qu'hier j'ai vu Angélique au marché acheter des légumes pour une famille qu'elle aide par le biais de son travail? Et quand je lui ai demandé pourquoi elle utilisait son propre argent au lieu du budget du gouvernement, elle m'a répondu que certaines choses ne se mesurent pas en budgets officiels. Ce soir-là, Angélique et moi dînâmes sur la terrasse, une tradition que nous avions instaurée. C'était notre moment pour parler de la journée, planifier l'avenir et simplement profiter de la compagnie de l'autre. « Maman, j'ai reçu une lettre très étrange aujourd'hui, » me dit-elle en coupant sa salade. « De qui ? » ?»« D'Édouard. » Mes muscles se tendirent. « Édouard t'a écrit ? D'où ? » ?»« De la prison en France. Apparemment, il a été condamné à 2 ans pour mariage frauduleux. Dans la lettre, il dit qu'il regrette tout ce qu'il a fait, qu'il veut me demander pardon. Et comment te sens-tu à ce sujet ? Honnêtement, je ne ressens rien. Ni colère, ni tristesse, ni envie de vengeance. C'est comme si cette partie de ma vie s'était passée il y a des décennies, pas des mois. Vas-tu lui répondre ? Non. Non pas parce que je le déteste, mais parce qu'il n'y a rien à dire. L'Angélique qu'il a épousée n'existe plus. Cette Angélique n'a rien à lui dire. Je fus impressionné par la maturité de sa voix. La femme assise en face de moi avait développé une force intérieure qui venait du fait d'avoir touché le fond et de s'être relevée par elle-même. Tu sais ce que toute cette expérience m'a appris, maman ? Quoi ? Que le véritable amour n'est pas celui qui te dit ce que tu veux entendre. Le véritable amour est celui qui t'enseigne ce que tu as besoin d'apprendre, même quand ça fait mal. C'est une leçon difficile à apprendre. Oui, mais nécessaire. Édouard me disait ce que je voulais entendre. Il me faisait sentir spécial. Il m'a convaincu que je méritais une vie de luxe sans effort. Toi, tu m'as appris que la vraie richesse vient du travail, du respect et des relations authentiques. Cette nuit-là, après qu'Angélique fut partie dans sa chambre pour étudier, je m'assis seule sur la terrasse, regardant les étoiles et pensant à Robert. Je lui avais promis de prendre soin de notre fille, et je sentais enfin que j'avais tenu cette promesse de la bonne manière. Je n'avais pas pris soin d'elle en lui donnant de l'argent quand elle en avait besoin. J'avais pris soin d'elle en lui apprenant à prendre soin d'elle-même. Je ne l'avais pas sauvée en résolvant ses problèmes. Je l'avais sauvée en lui permettant d'apprendre à les résoudre seule. Le lendemain était un dimanche, et nous avions prévu de visiter la maison de la plage ensemble, pour la première fois depuis que je l'avais récupérée. Angélique n'avait pas voulu y aller avant, disant qu'elle avait besoin de temps pour traiter tout ce qui s'était passé. « Es-tu prête ?» lui demandai-je en montant dans la voiture. « Je crois que oui. » Le trajet fut silencieux, mais confortable. En arrivant, Angélique resta un moment dans la voiture, regardant la maison où nous avions passé tant d'étés en famille. « Elle est exactement pareille, » dit-elle, finalement. « Certaines choses ne changent pas. Mais d'autres si, je ne suis pas la même personne qui a vendu cette maison. » Nous entrâmes ensemble. La maison était propre et ordonnée, exactement comme Robert et moi l'avions entretenue pendant des années. Angélique parcourut chaque pièce, touchant les meubles, regardant les photos de famille accrochées au mur. « Maman, je veux te demander pardon. » »« Tu m'as déjà demandé pardon, ma fille. » »« Non, je veux te demander pardon spécifiquement pour cette maison, non seulement pour l'avoir vendue, mais pour avoir réduit tous nos souvenirs de famille à une transaction commerciale. » »« C'est pardonné. Cette maison représente 40 ans d'été en famille, d'anniversaire, de Noël. Papa a construit cette terrasse de ses propres mains, tu as planté ce jardin. J'ai appris à nager sur cette plage. Et j'ai tout transformé en argent pour financer l'aventure d'un homme qui ne valait rien. Elle s'assit sur le canapé où Robert avait l'habitude de lire le dimanche matin. «
Tu sais ce qui me fait le plus mal ? Quoi ? C'est que quand je l'ai vendue, je n'ai rien ressenti. C'était juste une propriété de plus. Maintenant, en étant de nouveau ici, je peux sentir papa dans chaque recoin. Je peux entendre son rire, sentir l'odeur de son café du matin, voir ses lunettes de lecture sur la table. Il est ici, Angélique. Il a toujours été ici. Je sais. Et je sais aussi qu'il est fier de la façon dont tu as géré tout ça. Nous passâmes toute la journée à la maison, cuisinant ensemble, nettoyant, arrangeant de petits détails. C'était comme un rituel de reconnexion, non seulement avec le lieu, mais avec les valeurs que ce lieu représentait. Quand le soleil commença à se coucher, nous nous assîmes sur la terrasse que Robert avait construite, regardant la mer. « Maman, j'ai une proposition. »« Laquelle ? » ?»« Je veux que nous transformions cette maison en un refuge temporaire pour les femmes qui sortent de situations de violence domestique. Un endroit où elles peuvent rester pendant qu'elles reconstruisent leur vie. » C'était la proposition parfaite. Robert aurait adoré l'idée que sa maison de la plage serve à aider d'autres familles. « C'est une idée magnifique, ma fille. Nous pouvons utiliser une partie des ressources de la fondation pour l'entretenir, et je peux superviser le programme par le biais de mon travail. Es-tu sûre de vouloir transformer notre refuge familial en ça, maman ? Les meilleurs refuges sont ceux qui se partagent. Papa disait toujours qu'une maison n'est pas vraiment un foyer tant qu'elle n'ouvre pas ses portes à d'autres personnes qui ont besoin d'amour. Il avait raison. Robert avait toujours été généreux avec notre maison, invitant parents, amis, voisins qui avaient besoin d'un endroit où rester. Nous rentrâmes à la maison ce soir-là avec un nouveau projet et une relation complètement renouvelée. Nous n'étions plus mère et fille, unies par l'obligation ou le besoin. Nous étions deux femmes qui avaient consciemment choisi de construire une vie ensemble, basée sur l'amour, le respect et un but commun. Cette nuit-là, avant de m'endormir, je parlais à Robert en silence. Nous avons réussi, mon amour. Notre fille a enfin compris ce qui compte vraiment. Et pour la première fois depuis sa mort, je sentis qu'il me répondait. J'ai toujours su que vous y arriveriez. Vous êtes toutes les deux plus fortes que vous ne le croyez. La justice était arrivée, non pas comme une vengeance, mais comme une éducation, non pas comme une punition, mais comme une transformation. Et à la fin, nous avions toutes les deux gagné quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Nous avions gagné une relation authentique, construite sur des bases solides qu'aucune crise future ne pourrait détruire.